Changement d'ambiance, changement de décor, nous sommes au cœur du réacteur. Et oui, on est en plein milieu aujourd'hui de la Silicon Valley, alors plus précisément à Menlo Park pour notre première interview. François, tu m'as rejoint il n'y a pas longtemps. Oui, avec toute l'équipe d'Equinox, et l'objectif c'est de continuer à vous proposer des interviews, du contenu, mais cette fois-ci avec des VC américains. Et donc on est ravis de pouvoir vous proposer de nouvelles interviews dans les prochaines semaines à retrouver. Bien sûr sur santitv.fr. À bientôt. Bonjour Eric, merci de nous recevoir dans les locaux de Benamou Global Venture à San Francisco, à Menlo Park. C'est un plaisir de vous avoir et de vous rencontrer. Très bien, merci. Antoine, si tu le permets, on rentre dans le vif du sujet. Eric, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors aujourd'hui, je suis avant tout un venture capitalist, profession que j'ai découverte il y a une vingtaine d'années. Enfin, je la connaissais avant, mais en tant que client. J'ai vraiment fait une transition d'un rôle d'entrepreneur, opérateur, un rôle de venture capitalist entre 2003 et 2012, donc pendant ces 10 années. Mais la plus grosse partie de ma carrière professionnelle, c'était vraiment en tant qu'entrepreneur, CEO. Et donc j'ai fait ça entre 1976 et 2013. Maintenant, je me considère un venture capitalist à part entière, 100%. On est sur le point de monter notre 5e fonds et ça me passionne complètement. Alors, un petit mot peut-être sur votre parcours d'entrepreneur. On voit derrière un certain nombre de certifications, en tout cas, il y a un beau palmarès. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors le contexte, c'est que je suis arrivé en Silicon Valley à une époque particulièrement propice, parce que c'était au tout début de ce qu'on appelle l'industrie de la haute technologie. Donc les microprocesseurs venaient d'être inventés. À Xerox PARC, on venait d'expérimenter les technologies de l'informatique du futur. Et l'ARPANET était en voie de formation, avec Stanford comme un locus particulier, avec des gens comme Vint Cerf, qui est crédité comme l'un des pères de l'Internet. Et donc j'ai eu l'immense privilège d'arriver dans cet écosystème qui était absolument unique au monde au bon moment. Et donc j'ai eu, en tant que graduate student, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter avec cette technologie. Et j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, de lancer ma société. Et à l'époque, j'étais venu pour un court séjour, un master, un doctorat, et retourner en France pour monter ma boîte. Et puis je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, c'est pas en France que j'aurais à faire, j'aurais à faire ici. Et donc je suis resté. En fait, je n'ai pas fini mon PhD à Stanford, je l'ai fini plus tard. Mais je me suis lancé tout de suite. En 1977, j'ai pris un travail d'ingénieur dans une jeune société qui s'appelait Zilog. Zilog, c'est une société de microprocesseurs qui a été fondée par l'inventeur du microprocesseur, qui est M. Federico Fagin, un très grand monsieur. Et j'ai eu l'avantage de pouvoir apprendre ces technologies. Et on m'a donné des responsabilités que je n'aurais jamais pu avoir à cet âge, en début de carrière, si je retourne en France. Et c'est là-dessus que je me suis rendu compte que les réseaux, ce n'était pas simplement une diversion, c'était une invention fondamentale. Et l'ARPANET était en voie de transformation vers l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Et jamais j'aurais pensé que l'Internet aurait l'impact que ça a eu. Mais donc j'étais au tout début. Et c'est là-dessus que c'est grâce à ça que j'ai eu l'opportunité de lancer ma première société. J'étais avec 3 autres fondateurs. La société s'appelait Bridge Communications. Et donc c'était ma première interaction avec le monde du venture. Lever des capitaux, pour moi c'était impensable de lever des millions de dollars. Et pourtant c'était possible, mais simplement ici. Et quand je dis ici, je ne veux pas dire les États-Unis, c'était simplement possible dans un rayon de 10 km de Stanford. Et je me trouvais y être. Dans la zone. Ouais. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu bootstrapper les sociétés, qui a fait un parcours sans faute. On est allé en bourse sur la Nasdaq en 1984, 4 ans après notre première levée de fonds. Aujourd'hui, c'est très difficile à faire. Les entrées en bourse, c'est dur. Mais à l'époque, on a réussi à avoir ce passage à l'âge adulte, si vous voulez. Ça fait bien écho à une des questions qu'on voulait poser aussi. À quel point ça a changé entre ces années, c'était dans les années 80, si je me sens bien. La préhistoire. Ouais, non, j'étais pas né en tout cas, François non plus. À quel point ça a changé donc cet écosystème aujourd'hui, si on regarde un peu d'une manière critique entre cette période-là et aujourd'hui? Oui, c'est une époque qui est complètement différente au point de vue du passage en bourse. Le passage en bourse, c'était quelque chose qui était accessible à des sociétés qui étaient beaucoup plus petites.
Et encore une fois, c'est un passage à l'âge adulte. Ce n'est pas simplement une levée de fonds supplémentaire, c'est aussi un signe de maturité de processus. Et ça permet à donner à l'entreprise une espèce de cadence régulière de reporting, de transparente, etc. À l'époque, il y avait beaucoup plus de sociétés listées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3000 sociétés listées. À l'époque, il devait y en avoir 10 000. Et donc, ça a beaucoup changé. L'écosystème était ouvert, a maintenu son ouverture jusque vers la fin des années 90. Et après ça, à cause de réformes de réglementation, c'est devenu beaucoup plus difficile. Et maintenant, la barre pour passer public, je crois qu'il faut atteindre pas loin de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ouais. Nous, on est passé public quand on faisait environ 35 à 40. Même si on corrige pour l'inflation, c'était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et qu'avez-vous fait après cette première expérience, donc cette première IPO, ensuite, avant de devenir VC? J'ai continué dans cette société qu'on a fusionné plus tard avec 3Com. On a fait 187. Et là, je dirais que c'était une fusion un petit peu défensive. C'est parce qu'on s'attendait à ce que les gros acteurs de l'informatique, qui à l'époque étaient IBM, Digital Equipment, il y en avait quelques autres, allaient rentrer dans ce monde du réseau et nous écraser. Donc on avait besoin d'atteindre une masse critique. Et la fusion avec 3Com s'est faite dans cette optique. Donc ensemble, 3Com et Bridge pesaient environ 250 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui était substantiel. Pour combien d'employés à peu près? Je dirais environ moins de 2000. Et donc on a fait ça de manière défensive. Il se trouve que c'était un petit peu trop conservateur parce que ces grosses sociétés d'informatique qui avaient été créées pour construire des ordinateurs ne comprenaient pas vraiment le monde du réseau. Donc aucune de ces sociétés n'a réussi à percer de manière durable dans l'industrie du réseau. Donc 3Com a eu l'opportunité de se développer en tant que société indépendante, a atteint sa masse critique et on m'a donné l'opportunité de la prendre en main en tant que CEO. C'est un travail que j'ai fait jusqu'au 31 décembre 2000. C'était une date butoir, si vous voulez. Et après ça, j'ai continué en tant que chairman. Mais c'était une décennie qui était absolument fantastique, la décennie des années 90. C'est dans cette période qu'on a construit l'Internet, qu'on a construit tous les intranets, donc les réseaux d'entreprise. Et 3Com était l'une des 4 plus grosses sociétés, l'une des 2 plus grosses sociétés qui a contribué à ça. Donc notre legacy, si vous voulez, c'est qu'on a sans doute connecté quelque chose comme 100 millions d'ordinateurs, enfin de personnes, à des réseaux pendant cette décennie. On a standardisé toutes les interfaces réseau. Enfin, Ethernet existe grâce à 3Com. Wi-Fi existe grâce à 3Com. Et donc ça nous a permis d'avoir un impact durable sur toute l'industrie. Au long du chemin, j'ai eu là aussi l'aventure Palm, qui s'est passée de façon un petit peu imprévue. En 1997, 3Com a racheté US Robotics, qui était une grosse société de communication. Je ne dirais pas exactement réseau, mais communication. Transaction de presque 7 milliards de dollars, qui à l'époque était un record dans notre industrie. Et il se trouve que Palm était une petite unité au sein de US Robotics, qui était différente. Palm, ce n'est pas du réseau, c'est de l'informatique mobile, personnelle. Et donc, plutôt que d'intégrer cette unité dans 3Com, je l'ai gardée comme unité séparée. Elle s'est développée à allure vertigineuse. On l'a fait passer en bourse de manière indépendante en l'an 2000. C'est vraiment la société qui a marqué l'ère de la mobilité. Tout le monde se souvient du Palm Pilot. Tout le monde se souvient du Palm Treo, qui était le premier smartphone. Et donc, j'ai eu l'opportunité de diriger ça, quelquefois en tant que CEO, quelquefois en tant que chairman. Mais c'était une société qui m'a appris beaucoup. C'est pas vraiment comme gérer une boîte de réseau. Les canaux de distribution sont différents, les processus de fabrication sont différents.
toute l'infrastructure est différente. Mais donc c'est comme ça que j'ai appris mon travail de CEO. Bon, CEO de société d'entreprise comme 3Com, société plus consommateur comme Palm. Alors ensuite, du coup, vous avez créé BGV. Pourquoi avoir décidé de rester dans la Silicon Valley? En fait, en 2003, lorsque je suis devenu chairman de ces deux sociétés, j'ai passé la main à mon successeur, à mes deux successeurs, et je me suis retrouvé avec beaucoup plus de temps disponible. Et j'avais un besoin de me retremper dans mes racines, qui est vraiment l'innovation technologique. Et donc, de façon complètement naturelle, j'ai commencé à discuter avec de jeunes entrepreneurs qui étaient génération suivante. Et j'ai commencé à faire un peu de mentorat, un peu de financement, j'ai fait du angel investing. Et c'est comme ça que je me suis reconnecté à mes racines et que je suis resté en contact avec la frontière de l'innovation dans l'industrie. Et donc c'est ça qui, après avoir fait ça pendant plusieurs années, j'ai éprouvé le besoin de professionnaliser l'activité et de transformer ce que je faisais à titre individuel en fonds de venture capital classique. J'avais besoin d'avoir une équipe avec moi, des gens avec qui je puisse parler en égal, partenaire, créer un portefeuille, me sentir la responsabilité d'investir non seulement mon capital, mais le capital d'autres investisseurs. Et donc le BGV d'aujourd'hui, c'est celui qui a été vraiment créé en 2012. Et j'ai toujours préféré le travail artisanal, l'aspect artisanal du travail de VC par rapport au travail, par rapport au métier d'investisseur classique. Le métier d'investisseur classique qui est de faire de l'analyse financière, allocation de capitaux, c'est pas tellement ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aider une nouvelle génération d'entrepreneurs à construire des sociétés solides qui ont un impact. Et c'est ce qu'on essaie de créer à BGV. J'ai toujours eu le désir de garder BGV comme une société, on appelle ça en anglais, a boutique venture firm, par opposition à une très grosse venture firm. On va en reparler. C'est très clair. Merci beaucoup. On va revenir sur ce point de la mutation du venture capital et on sera ravis d'avoir votre avis. Juste une question pour terminer sur votre parcours. Si je caricature et je simplifie, vous avez fait vos études en France, vous êtes Gazar, ensuite vous êtes expatrié aux États-Unis, entrepreneur, VC depuis un moment. Pourquoi garder un pied en France quand on est dans la Silicon Valley? Et là encore, si je suis schématique, on est quand même au cœur du réacteur. Pourquoi BGV investit également en France et pourquoi vous gardez cette attache avec l'Hexagone? Au départ, c'est pour des raisons simplement culturelles et affectives. J'ai de l'affection pour mon pays d'origine, mais aussi de façon un peu plus pragmatique, je dirais même égoïste. C'est parce que je suis bien placé pour reconnaître la valeur assez unique de la formation d'ingénieurs française. J'en ai bénéficié. Et surtout, aujourd'hui, on est passé dans cette ère de l'IA. Je crois que la France peut produire des chercheurs et des ingénieurs IA de absolument premier plan, qui n'ont rien à envier avec ceux avec qui je... Même avec ceux de Stanford, on a vu que vous étiez au comité de direction, ou en tout cas au board de Stanford, donc vous connaissez bien cette école avec des talents prestigieux. Les Français n'ont rien à envier aux meilleurs étudiants de Stanford. Au point de vue capacité intellectuelle, capacité d'innovation, je dirais non. C'est le même niveau intellectuel et de connaissance du domaine. La France n'est pas le seul pays qui a ce genre de talent. En fait, la distribution géographique du talent IA est contraire avec la perception des médias. On a l'impression souvent, quand on lit ce qui se passe en IA, que tout se passe en Silicon Valley. En fait, je crois qu'il y a environ 35% des talents IA, des meilleurs talents IA du monde aux États-Unis. 35%, c'est un peu plus que la proportion du GDP des États-Unis par rapport au GDP mondial. C'est un peu plus, mais à peine. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Israël, il y en a beaucoup en Inde. Il y en a même aussi au Canada et au Japon. Donc il y a une distribution assez, je dirais, proportionnelle. Je ne dirais pas proportionnelle vraiment, mais enfin, il y a quelques pays
qui vraiment tirent leur épingle du lot. Et donc, c'est ça qui nous amène à faire du cross-border investment. Ok. Et la France a un rôle privilégié. Et on a eu d'ailleurs pas mal de succès dans ce corridor d'innovation. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a cette distribution de talents. Par contre, les gros marchés sont aux États-Unis. Donc, le pays qui va avoir le plus de déploiement à échelle, ce sont les États-Unis. Donc, c'est ça qui force la construction de sociétés en modèle cross-border, avec toute la partie engineering, conception, etc., dans le pays d'origine, la France en particulier, et toute la partie go-to-market aux États-Unis. Le pays qui a expérimenté avec ce genre de modèle, le premier, c'est Israël. Ils ont fait ça par nécessité parce qu'il n'y avait pas de marché intérieur de taille suffisante. Donc c'est eux qui ont montré qu'on n'a pas besoin d'être une grosse multinationale pour être étendu dans plusieurs pays. On peut le faire même au niveau start-up. Et ce modèle a été imité de façon avantageuse par les Français, par les Indiens. Et je crois qu'à l'avenir, même les Japonais vont y venir. Je pense que c'est une bonne transition pour notre deuxième partie, sur plus le focus sur les États-Unis. Pour vous, donc pour le marché français, concentrons-nous sur le marché français. C'est quoi la clé pour un investisseur français pour venir s'expatrier justement aux US? Alors, il y a certains entrepreneurs qui ont des ambitions, je dirais, régionales, et d'autres qui ont des ambitions beaucoup plus élevées, beaucoup plus globales. Les premiers, bon, je les comprends, mais c'est pas le genre d'entrepreneur que je veux financer. Pour nous, les entrepreneurs qui méritent notre attention sont ceux qui vraiment veulent dominer une catégorie. Et la seule façon de dominer une catégorie, c'est de la dominer aux États-Unis. C'est pratiquement impossible de créer une société qui a un impact mondial sans avoir d'impact aux États-Unis. Donc pour nous, c'est un test assez binaire, c'est yes or no. Et aujourd'hui, on en rencontre de plus en plus des entrepreneurs qui veulent vraiment monter leur société au plus haut niveau. Et pour ça, il faut avoir cette ambition, ce désir de s'expatrier. Bon, c'est peut-être pas toujours nécessaire. On peut arriver à le faire si on expatrie quelqu'un d'autre, par exemple son numéro 2, son numéro 3. Mais il faut que ça soit vraiment un engagement définitif. Et il y a de plus en plus de sociétés qui font ça. Il y a des dangers si on ne le fait pas. Parce que si on ne le fait pas, si on reste dans nos territoires restreints, ça peut être la France, ça peut être 2 ou 3 pays d'Europe occidentale, on ne va pas se confronter à la concurrence internationale. La concurrence internationale, on la trouve souvent aux États-Unis. Donc, l'avantage de la concurrence, c'est que ça vous force à donner le meilleur de vous-même. Ça vous force à vous améliorer plus loin. Et c'est pour ça qu'en fait, les sociétés qui vraiment dominent leur marché ont réussi à surmonter la concurrence ici. Donc l'idée de champion européen, vous n'y croyez pas? Non. Vous avez entendu parler de Mistral, j'imagine, de ces acteurs. Mistral est ici. Enfin, dans le domaine de l'IA, il y a des considérations supplémentaires qui entrent en jeu. Il y a des idées comme data sovereignty. Il y a des enjeux politiques qui font que les champions de l'IA, en tout cas au point de vue des grands moteurs, vont sans doute être alignés géographiquement. On s'est rendu compte que les grosses, the big tech des États-Unis vont rencontrer des difficultés politiques importantes en Europe, que ce soit Apple, Google ou n'importe qui. Donc c'est un petit peu normal. Par contre, toutes les sociétés qui font de l'application IA, n'ont pas ce genre de problème. Il n'y a pas d'intervention politique derrière ces champions. Et c'est pour ça que, c'est là-dedans, dans ce secteur qu'on s'investit le plus. Une dernière question avant de terminer par la partie Venture Capital. Je vais vous poser la même question, mais cette fois-ci pour un VC. Je prends mon exemple. Moi, j'ai monté un fonds avec mes associés qui s'appelle Equinox et qui a pour objectif de financer uniquement des sociétés qui ont un spectre international et on vient de plus en plus à San Francisco parmi d'autres géographies. Mais il est clé pour nous d'investir ici et de rencontrer du monde ici. Quel conseil donneriez-vous à un VC français, mais qui s'expatrie à l'international, notamment ici? Là, on vous a entendu sur le côté entrepreneur, maintenant sur le côté VC. Alors, le métier de VC, ça a plusieurs facettes. Il faut d'abord lever des fonds auprès de limited partners. Et c'est un travail d'engagement, c'est du corps à corps. Il faut développer des relations de confiance. Et à mon avis, c'est
On ne peut pas le faire sans être présent ici, et pas de façon épisodique, en se montrant une fois tous les 6 mois. Il faut vraiment s'investir. Et prendre le temps de développer sur plusieurs mois une relation de confiance, un dialogue intime avec des limited partners potentiels, de façon à ce que le fonds puisse, au moins en phase d'amorçage, puisse être créé avec des investisseurs européens et américains dès le début. Je crois que ce serait très difficile de faire un fonds qui investit aux États-Unis avec des investisseurs purement européens. Je crois qu'il faut un mélange. Après ça, le deuxième aspect qui, à mon avis, est primordial, c'est qu'un VC ne veut pas faire cavalier seul. Un VC doit s'insérer dans un écosystème existant qui lui permet d'avoir accès à un deal flow et des partenaires de co-investissement avec qui on peut faire des syndications intéressantes. Donc ça se crée pas overnight, ça se crée sur une longue période. Et il faut avoir quelques atouts assez uniques. Donc un VC français peut venir ici, et au moins s'insérer facilement dans la communauté française, qui est maintenant une masse critique, et au moins avoir un accès privilégié au deal flow français. Ça, c'est un point de départ. Mais si on ne fait que du deal flow français, on ne va pas trouver un optimum global. Il faut pouvoir avoir accès à un deal flow beaucoup plus large. Et pour ça, il faut des relations de partenariat. Ça peut être tout à fait informel, mais il faut pouvoir se faire beaucoup d'amis dans cette communauté. Passons peut-être à notre dernière partie et nos 2 dernières questions. Ouais. Dernière partie sur le venture capital et sur BGV également. Pour vous, quel est votre meilleur investissement chez BGV ? Ouais, du concret. Oui, c'est une question qui est très difficile. C'est le même genre de question qu'on pose à un père qui a plusieurs enfants. Vous prenez la définition par meilleur, elle n'est pas forcément que financière, vous prenez celle qui vous plaît. Oui. J'ai eu un parcours particulièrement intéressant avec une société qui s'appelle Grid Dynamics, qui aujourd'hui c'est la plus grosse de notre portefeuille. Je ne la mentionne pas simplement parce que c'est la plus grosse, c'est parce qu'on est passé par tellement de vagues, tellement de phases différentes. C'est une société où j'ai investi en 2014, à une époque où les relations avec la Russie étaient relativement acceptables. Il se trouve que les autres investisseurs dans cette société venaient de Russie. Et rapidement, ces relations se sont détériorées. Enfin, les relations géopolitiques avec la Russie se sont détériorées. Au point que d'avoir ces investisseurs dans le cap table, c'est devenu une situation extrêmement toxique. Donc il a fallu trouver une façon de changer. Et la meilleure façon de faire ça, ça a été de revendre la société. Et on a trouvé un acheteur. Et cet acheteur se trouve être chinois. Donc on est passé de Russie en Chine. Et après ça, on s'est rendu compte que l'acheteur chinois, non seulement n'arrivait pas à trouver de synergie avec son propre business, mais en plus de ça, avait besoin de liquidité rapidement. Donc on a décidé de faire passer la société sur Nasdaq, donc faire une sortie en bourse. Et donc on s'est retrouvé à rentrer en bourse avec un gros investisseur chinois, au moment où les relations avec la Chine commençaient à devenir assez tendues. Et on a fait ça par l'intermédiaire d'un SPAC. Et à l'époque, les SPAC attiraient des capitaux et on pouvait faire un D-SPAC qui marchait. Et donc ce D-SPAC de Grid a marché de manière spectaculaire. Mais il s'en est fallu de très très peu, parce qu'on a fait cette sortie en bourse une semaine avant que le Covid précipite les États-Unis dans une espèce de lockdown. On a fait ça vers le 1er mars 2020. Le 15 mars 2020, il n'y avait personne dans les rues. Tout le monde restait cloîtré, on se baladait avec des masques. Donc si on avait manqué cette fenêtre de quelques jours, on aurait manqué pratiquement tout. Et depuis ça, donc la société a réussi son entrée en bourse et s'est développée. 2 ans plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine. L'Ukraine qui avait sans doute la plus grosse concentration d'ingénieurs de Grid. Donc la société s'est retrouvée dans une nouvelle crise. Ils ont dû complètement reconfigurer leur base employée en
quelques jours, quelques semaines. Ils ont dû les faire migrer de Russie en Ukraine de l'Ouest, et en Pologne, et en Serbie, et ailleurs. Et ils ont dû ouvrir des bureaux au Mexique, en Inde. Et en l'espace de 18 mois, la société avait une empreinte géographique complètement différente. Et malgré ces crises, ils ont réussi à continuer à se développer. Et aujourd'hui, ça reste notre plus grosse société, et sans doute le retour le plus élevé qu'on ait eu. Et ça remonte à donc, un peu plus de 10 ans. Donc c'est une aventure qui était passionnante, et je reste sur le conseil. Je suis en discussion avec le CEO toute la semaine. Et donc c'est exactement pour ce genre d'aventure que je me suis relancé dans le venture. Sans rentrer, Eric, dans les détails, mais est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée de plus-value, de multiples, enfin qu'on puisse se rendre compte de ce que ça implique chez vous? Oui, notre investissement en Grid, l'investissement initial a été multiplié sans doute par pas loin de 20. Bon, évidemment, on a fait des investissements cumulés sur plusieurs fonds. Donc la moyenne, c'est sans doute toujours dans les double digits. C'est le genre de retour qu'on va avoir. On va en avoir au moins un comme ça par fonds. Et ça suffit pour retourner le fonds. Très clair. Deux dernières questions sur le venture capital. Une qui est très simple, mais on aimerait vous entendre sur les performances en venture capital. Quand on compare les performances françaises et les performances américaines, l'idée c'est pas d'avoir des chiffres, mais d'avoir votre avis, votre intuition. Vous avez les deux pieds entre la France et les États-Unis. Comment on compare ça? Oui, l'écosystème français est de premier plan pour tout ce qui est early stage. Je crois que il y a d'excellents VC, il y a une machine de deal flow, de partenariat, ça marche très bien. Là où ça marche un peu moins bien en France maintenant, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de growth stage investors. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas assez. Et donc, par nécessité, les sociétés qui décollent, qui quittent le early stage, vont devoir trouver des investisseurs en dehors de la France. C'est pas nécessairement mauvais, mais en tout cas, c'est un petit peu ce qui manque dans l'écosystème. Mais autrement, je crois que je me suis pas penché en détail sur les performances des fonds français par rapport aux fonds américains, mais je pense que c'est assez similaire. Il n'y a pas vraiment de différence notable. Il y a quand même un écart type très important, en tout cas. Nous, ce qu'on voit en France, et quand on compare aux États-Unis, c'est la question qu'on se pose, quoi. Peut-être une dernière question, Antoine, on en parlait tout à l'heure. On aimerait bien avoir votre avis sur ce qui semble apparaître comme un peu une mutation du venture capital, notamment ici. On voyait des articles récemment sur Lightspeed, sur Andreessen Horowitz, sur Sequoia qui tendent vers plus du private equity. En tout cas, on a l'impression, avec des fonds qui font plusieurs milliards. Et donc, en fait, on aimerait avoir votre avis sur l'avenir du venture capital. Est-ce qu'une grosse firme de VC a vocation à devenir un gestionnaire d'actifs? Ou est-ce que vous avez des contre-exemples? Quel est votre avis sur BGV? Oui, je peux me permettre de rebondir, mais on en discutait tout à l'heure. Même si le VC est en crise en France et aux États-Unis, peut-être un peu moins, c'est vrai que les gros fonds peuvent et arrivent à rester en vie, on va dire. Mais pour les petits, il faut qu'ils se spécialisent sur un type de vertical ou un type Et on serait très intéressé justement d'avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est une question qui est d'actualité parce que depuis environ 15 ans, il y a une explosion de l'industrie du VC. Il y a énormément de firmes. En 2012-2013, lorsqu'on a fait passer BGV, transformer ça en VC classique, il y avait sans doute il y avait 1500 firmes de VC aux États-Unis. Et maintenant, il y en a 7000. Donc c'est très clair qu'il y en a trop par rapport au flux d'entrepreneurs qui méritent d'être financés. Ce flux augmente chaque année, mais n'augmente pas de la même façon que les VC. Donc il y a un mismatch. Et donc ça va devoir être rationalisé par une restructuration de l'industrie. Et maintenant, oui, ce qui va ressortir après quelques années, c'est qu'il y aura deux groupes. Il y aura les très gros et les très bons. Alors les très gros auront énormément de AUM, Asset Under Management. Et ils pourront vivre grâce à des fees extrêmement riches. Et ils auront quelques belles sociétés de portefeuille, surtout celles qui ont besoin de beaucoup de capitaux. Mais au point de vue taux de retour, ce ne sera pas les meilleurs. Enfin, même aujourd'hui, toutes les sociétés qui ont une marque connue dans le VC, elles ont fait quelques très bons investissements, mais si on regarde leur performance globale,
elle n'est pas aussi bonne que celle de très bons fonds beaucoup plus petits, mais qui ont de l'expertise. Vous pensez à qui, spontanément? Oh, les gros fonds classiques, ce sont les Andreessen Horowitz, Lightspeed, évidemment Sequoia, le premier, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais Enfin, les plus petits, j'entends les plus petits très bons. alors les plus petits, bon évidemment nous on aspire à faire partie du deuxième groupe, mais il y a d'excellents fonds qui sont quelquefois des single GP funds, qui ont un taux de retour qui sont phénoménaux, qui ont très peu d'overhead. Et le modèle financier de ces fonds, c'est pas du tout le même. Ces petits fonds experts, leur récompense, c'est le carry. Alors que la récompense des gros fonds, c'est surtout le fees. Donc c'est une optique un petit peu différente. Et donc, si on n'appartient pas à un groupe ou l'autre, à mon avis, on ne mérite plus d'exister. Ça a le mérite d'être clair. Est-ce que, pour conclure, vous pourriez nous citer deux personnes, un Français ou une Française et un Américain ou une Américaine, que vous nous conseilleriez d'interviewer, un Français et un Américain? Après, on essaiera, on verra si la personne... et si vous deviez nous citer deux personnes. Alors, je commence par l'américain. Ouais. On parlait de petits fonds experts. Il y a un fonds avec qui on aime travailler qui s'appelle Engineering Capital. Et c'est un single GP fund. Et le partenaire s'appelle Ashmead Sidana, en Silicon Valley. On a quelques investissements avec lui. L'un de nos meilleurs investissements, d'ailleurs, c'était avec lui. Et il est excellent. Il n'a aucune aspiration de créer une grosse firme. Il a son deal flow et il sait les cibler. En France, je vous recommanderais de parler à l'équipe de Revaya. D'accord. La raison pour laquelle je les cite, c'est qu'on parlait tout à l'heure du manque de fonds growth en France. Il y a une exception, ce sont des fonds comme Revaya qui sont relativement jeunes, montés par deux femmes de talent, qui tirent parti de cette situation et qui ont réussi à monter une belle firme avec une bonne marque. Très clair. Merci beaucoup pour l'interview. Merci Eric. Oui, content de vous rencontrer. Merci beaucoup.